Donc, je suis Laurent Bolaton, je travaille à l'OFB, je suis chef du pôle migrateur qui réunit donc l'OFB, l'INRAE, l'Institut Agro et l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Et on doit effectivement vous évoquer avec Laurent Stokes, qui se présentera tout à l'heure, la gestion des salmonidés, donc des deux côtés de la Manche. Donc ça va reprendre une partie des propos de Madame Gritten tout de suite, et puis ce sera prolongé aussi par les collègues qui sont juste à côté là. Donc je ne vais pas être très long sur la partie française, ça permettra à Laurence de vous détailler un peu plus ce qui est fait côté anglais. Donc tout d'abord, je vais m'attarder sur ce qui est fait à terre, comme diraient nos collègues marins, donc en eau douce et en eau saumâtre. Il y a effectivement les comités de gestion des poissons migrateurs, qui sont un outil assez original qui gère spécifiquement les poissons migrateurs, dont les salmonidés, donc saumon et truites de mer, qui sont composés de représentants de l'administration et des usagers, et qui élaborent effectivement les fameux plagépomies dont on vient de parler juste à l'instant, donc pour 6 ans, et qui offrent finalement un cadre cohérent de gestion des poissons migrateurs. Donc des cogépomies en France, il y en a 9. Vous les avez sur la carte juste derrière moi. Donc comme on est là dans le cadre du projet Saint-Marche et donc de l'Interreg Manche, là, je vous ai pris les grands titres des 3 cogépomies qui sont concernés donc dans l'aire de la Manche. Donc, juste oui. COGé, c'est pour comité. Hein. Oui, pardon, comité de gestion des poissons migrateurs. Donc il y en a 3 là sur la façade de la Manche, donc Artois Picardie, Seine-Normandie et Bretagne. Et donc vous avez là les grands titres et vous voyez qu'ils sont assez similaires dans leur composition, des actions sur la connaissance, sur la pêche, sur les habitats, des aspects de communication, de gestion de repeuplement, etc. Ce sera détaillé plus tard pour l'aspect breton, donc vous irez plus dans le détail sur ce que contient un plan de gestion des poissons migrateurs. Là, c'est un petit récapitulatif d'un certain nombre de directives européennes, de lois françaises, de plans d'action, et puis des déclinaisons plus locales au niveau du bassin et au niveau local, en faveur des migrateurs, de la biodiversité ou des salmonidés plus spécifiquement. Donc, je ne vais pas les détailler tous, mais parmi ceux dont on se sert beaucoup, il y a la directive 4 sur l'eau, la directive Habitat, la directive stratégie milieu marin pour ce qui concerne la réglementation européenne, puis leur déclinaison évidemment dans la réglementation nationale. Au niveau national, donc il y a les grandes lois de protection de la biodiversité qu'a évoqué un peu tout à l'heure Isabelle Gritten, et puis plus spécifiquement pour le saumon, il y a évidemment le plan saumon que nous faisons au titre de l'Ocsan, et puis toutes les déclinaisons locales que je ne vais pas détailler ici. Normalement, il y a une diapo après. Ah, peut-être qu'il y a un problème de pile dans la zapette ou... Non, elle a l'air d'être allumée. C'est ça ? Ok. Merci. Ouais, ça marche. Donc ça, c'était pour la partie eau douce, eau saumâtre, donc à terre, en mer, justement. Il n'y a pas d'équivalent des comités de gestion des poissons migrateurs en mer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gestion des poissons migrateurs, et notamment la gestion des salmonidés est assez largement inclus dans ce qu'on appelle donc, DSF, les documents stratégiques de façade, qui incluent maintenant les plans d'action milieu marin, donc PAM. Et notamment, il y a, donc là je vous ai mis son petit nom sympathique en code, mais il y a une action plus spécifique sur les poissons migrateurs, et donc qui contient évidemment des choses sur les salmonidés migrateurs, donc qui a adapté les prélèvements de manière à atteindre ou à maintenir le bon état des stocks en lien avec les plagépomies. Donc il y a une cohérence entre les aspects milieu marin et les aspects eau douce, eau saumâtre. Et bien ça fonctionne, parfait. Là c'est un petit résumé de qui fait quoi entre la gestion des milieux et la gestion de la pêche. Je n'ai pas trop détaillé, mais les plagépomies font des recommandations en termes d'habitat, mais c'est le SDAGE qui finalement les rend obligatoires. Et puis côté pêche, c'est un peu l'inverse, en eau douce, et puis en eau salée, c'est les DSF qui... Juste en un mot pour nos amis anglais, le SDAGE, les agences de l'eau, est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots ce que c'est ? En 2 mots. Ce schéma d'aménagement Quel challenge. Et de gestion de l'eau. Non, mais pour faire simple, c'est un document de planification qui permet effectivement de gérer tous les aspects de gestion du milieu, qui met en œuvre la directive 4 sur l'eau, et qui, à l'image de ce qui est fait sur les comités de gestion des poissons migrateurs, est aussi issu d'une concertation avec les acteurs locaux. Et donc, c'est à l'échelle des grands bassins, un peu les mêmes que ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, c'est Artois Picardie, Seine-Normandie, et puis pour la Bretagne, c'est Loire-Bretagne. Donc, c'est des documents cadres, en fait.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, je vais laisser la parole à Laurence, qui va vous montrer comment c'est géré de manière assez différente en Angleterre. Please. On va voir si les Anglais sont aussi organisés que nous, avec des plans, des stratégies, des comités. On va voir. Merci, Laurent. It seems appropriate to have Laurent and Laurence. Of course. A very good partnership. And SAMARCH has been very good for understanding how salmon and sea trout are managed in France, and conversely, how we manage salmon and sea trout in England. Yeah. So I'm going to outline how we manage salmon and sea trout in England. Our aim is to restore the abundance, diversity and resilience des stocks de salmonides en maximisant la production des smolts sauvages sains donc dans les eaux douces et en réduisant la mortalité en mer. En termes donc de l'évaluation du statut du stock, on utilise donc de retour des prises de pêche à la ligne qui sont faites. On a à peu près des milliers de pêcheurs à la ligne qui pêchent le saumon, et donc on a un système en ligne qui nous permet donc de déclarer ces retours. À peu près 85% l'utilisent. On a aussi un réseau de à peu près 10 stations de comptage au niveau national. J'ai une petite vidéo. Donc la vidéo et les photos vient donc de nos rivières. Donc là, effectivement, c'est le réseau de comptage. C'est une rivière index. On a aussi un programme national de pêche électrique pour le suivi des juvéniles. Et on a aussi un programme où on s'intéresse donc au smolt dans la rivière Temar. Et donc cette illustration ici vient du Temar et aussi de la rivière Frome dans les collègues de Wildlife Economic Control donc s'intéressent à ces poissons migrateurs. En ce qui concerne des prises donc pour le saumon à la pêche à la ligne, donc ça illustre donc la production de 1986 à aujourd'hui. Et donc en bleu clair, c'est ce qui est pris et relâché, et en bleu foncé, c'est ce qui est relâché, les saumons relâchés. Et les saumons relâchés maintenant représentent à peu près 94%. Donc, vous avez aussi noté que les prises pêche à la ligne a connu un déclin très important en Angleterre. Donc, les dernières années, 2021, on a eu donc les prises les plus faibles qu'on ait connues depuis de nombreuses années. En ce qui concerne l'évaluation des saumons ou des truites de mer, sur la gauche, vous avez des graphiques concernant les populations à risque des saumons, et sur la droite, la situation pour les truites de mer. Il y a à peu près 42 rivières pour les saumons, et 80% de nos rivières ont des risques ou sont à risque. Et une seule de nos rivières, la rivière Tyne, au nord-est de l'Angleterre, n'est pas à risque. En ce qui concerne des pêcheries pour la truite de mer, la situation, là encore, est assez critique. À peu près 50% de nos pêcheries sont soit à risque ou probablement à risque. Ça reflète ce que vous avez déjà entendu dans cette conférence. Effectivement, c'est que les truites de mer et les saumons sont vraiment dans un état critique. Il y a beaucoup de pression sur l'environnement, en particulier dû au changement climatique, de la pollution diffuse, des obstructions, des pollutions, des dommages qui ont été faits aux habitats, les barrières aussi à la migration des poissons. Et cette photo que vous pouvez voir ici à gauche, c'est une photo des collègues sous la rivière Severn, donc à la frontière entre les pays de Galles et l'Angleterre, qui sont en train de faire un passage pour les poissons, parce que le débit est si faible qu'il faut vraiment faire quelque chose pour que la migration puisse se placer. Ça, c'est vraiment une illustration de ce qui se passe actuellement avec le temps très sec que l'on a actuellement. En ce qui concerne notre approche de gestion, on a une structure de décision, de prise de décision pour gérer les pêcheries. Je ne vais pas donner tous les détails, mais en tout cas, lorsque les
stocks sont en crise, on travaille avec donc les pêcheries, pêcheries à la pêche, mais aussi à la ligne, pour réduire l'exploitation et les prises qui sont réalisées. Et en ce qui concerne de pression environnementale, on a établi quelque chose qui s'appelle l'approche en 5 points pour les saumons qui identifient donc 5 points critiques auxquels on doit répondre. Tout d'abord, améliorer la survie marine. Ensuite, nous voulons réduire l'exploitation donc par la pêche à la ligne, mais aussi par les filets. Nous avons un programme pour effacer les barrières à la migration et améliorer l'habitat. Ensuite, nous voulons protéger des débits suffisants et nous voulons ensuite maximiser les zones de ponte et les succès des zones de la ponte en améliorant la qualité de l'eau. On veut changer le saumon, donc il y a une priorité des pêcheries, faire une priorité environnementale parce que les pêcheries ne peuvent pas répondre à toutes ces problématiques seules. Donc, dans le cadre de l'année internationale du saumon sur la rivière Severn, donc il y a une parade avec des lanternes où les gens paradaient dans les rues avec des images ou dans ce cas des structures qui symbolisent dans ce cas donc un saumon. Je crois peut-être, qu'en orange, j'avais des œufs de saumon, je ne suis pas sûr en tout cas. Mais il y avait beaucoup de personnes qui reconnaissent le fait que c'est vraiment une espèce iconique, emblématique. Mais il faut que l'intérêt pour cette population soit de plus en plus important, en particulier pour les politiciens, que l'importance des saumons est un indicateur de la bonne gestion de l'environnement et de l'eau, que ce soit dans les eaux douces, mais aussi dans les milieux marins. Donc, en ce qui concerne notre approche pour gérer ces 5 priorités dont j'ai parlé précédemment. Pour améliorer la survie en mer, un de nos inquiétudes, c'est les prises accidentelles, donc des pêcheries en mer. Et donc cette image sur la gauche, donc c'est une capture d'écran d'un site internet qui suit les bateaux de pêche dans la Manche. Et vous pouvez voir, c'est des bateaux de plus de 10 mètres. Il y a beaucoup de bateaux qui sont présents donc, sur la côte française, mais aussi au large de la côte anglaise, dans toute cette région de la Manche. Et bien sûr, là, on n'a pas tous les bateaux en dessous de 10 mètres. Donc, on a vraiment une grande inquiétude en ce qui concerne les prises accidentelles. Et pour répondre à cela, on travaille avec les autorités de préservation des pêcheries pour mettre en place des arrêtés pour arrêter la pêche dans certaines régions clés, telles que les estuaires. Et bien ça, c'est vraiment un travail très difficile. On travaille aussi avec d'autres stress, sur d'autres choses qui sont stressantes, telles que le dragage, dont on a développé donc, des mesures pour cela. On travaille aussi avec l'OSCAN, l'Organisation de conservation du saumon nord-atlantique, pour donc essayer de réduire cette pression donc en haute mer sur les stocks de saumon. En ce qui concerne la réduction de l'exploitation par la pêche à la ligne, mais aussi au filet, en 2019, on a fermé toutes les pêcheries au saumon et en 2020, on a fermé également les pêcheries au Pays de Galles. Et comme je l'ai indiqué précédemment, 84% de nos saumons sont faits dans une pêche, donc ils sont attrapés et sont ensuite relâchés. Ensuite, on a donc des équipes qui font des patrouilles. On a vu lors de la crise du Covid-19 beaucoup d'activités illégales, mais des collègues maintenant font des patrouilles en mer. Ils ont fait donc un certain nombre d'actions juridiques et la pression donc a été réduite de manière assez importante. Pour réduire les barrières à l'immigration, on a un programme d'action pour améliorer le passage des poissons. Donc, on est sur la rivière Severn. Donc là, on a une barrière, donc une écluse. Donc là, on a mis des passages à poissons, donc des millions de livres ont été investis pour améliorer la migration, le retour donc, des saumons sur la rivière Severn, qui est donc à la frontière entre l'Angleterre et le Pays de Galles. On essaie d'améliorer les habitats aussi dans nos rivières, et donc on essaie de restaurer les différentes formes et les différentes fonctions de nos rivières de manière à ce qu'elles
qu'elle fonctionne de manière naturelle. Donc ici, vous avez une illustration donc d'un petit barrage qui a été effacé et aussi du gravier qui donc est prêt pour être remis dans une rivière où historiquement il y avait des dragages qui étaient réalisés de manière à avoir des habitats donc pour la fraie des poissons, pour que la reproduction puisse avoir lieu. Comme je l'ai indiqué, le changement climatique est très important. Il y a des limites par rapport à ce qu'on peut faire. Un des projets, c'est de garder les rivières fraîches, en fait. Et là, il s'agit d'améliorer la plantation d'arbres le long des cours d'eau, les ripisylves. Et donc, cette carte ici illustre donc effectivement où il y a de l'ombre et où il n'y a pas de l'ombre le long de la rivière. Et donc ça nous permet d'identifier les endroits où on doit planter des arbres ou pas, en fonction donc de l'orientation du soleil. Là, vous avez du rouge ou du jaune. Et effectivement, là, potentiellement, c'est peut-être un bon endroit pour planter des arbres. Et donc, ce projet a été montré donc, dans la conférence COP26 à Glasgow. Donc, c'était présenté. En ce qui concerne l'amélioration de la qualité de l'eau et la protection aussi du débit, on travaille avec les syndicats des eaux pour la protection, l'amélioration de la protection des eaux. Ce qui concerne la qualité des eaux, on travaille avec les fermiers, les syndicats agricoles pour répondre aux défis de la pollution diffuse. Mais bien sûr, c'est un problème environnemental sur le long terme qui va prendre beaucoup de temps pour être résolu. Les saumons, c'est un poisson pris sur la rivière Avon. Vous pouvez voir sur cette photo de gauche, donc au printemps, il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Il y a tout ce travail qui est réalisé, mais ceci dit, il y a toujours un déclin de la population. On voit toujours les truites de mer qui sont sous une grande pression. Ce qu'on a réalisé, et c'est assez évident, c'est le travail qui est réalisé dans les rivières ou en mer, dans les estuaires qui font la différence. Ce n'est pas assez pour avoir une stratégie, pour voir des progrès en action. Donc, une chose que l'on fait en Angleterre, c'est revoir nos priorités de prise. Donc, on peut donc utiliser les ressources que l'on a aux choses les plus efficaces en termes d'amélioration de la situation des saumons et des truites de mer. Et voici donc certains des facteurs de stress que les poissons rencontrent. Et donc, alors que nous allons continuer, le SAMARC en particulier va nous aider à nous concentrer sur ces priorités dans les estuaires et dans les eaux côtières. Merci beaucoup. Et j'aimerais maintenant redonner le micro à Laurent pour terminer avec la dernière diapo. Effectivement, une dernière diapositive de conclusion qui fait le lien entre ce que vous avez vu hier sur le programme Ça marche, donc les 3 Work Packages, le 4e étant justement le Work Package sur la gestion, et puis comment ça pourra être mis en œuvre dans la gestion. Donc vous avez vu, vous avez été présenté hier des choses sur les suivis des poissons, les outils génétiques et les méthodes d'évaluation de stock. Et donc là, on a essayé de retracer comment tout ça pourra être inclus dans la gestion actuelle et à venir. Donc en particulier les aspects sur les routes de migration des poissons migrateurs et des salmonidés migrateurs en partie estuarienne et en partie maritime, vont nous permettre de revoir ou de renforcer certaines mesures de gestion actuelles pour réduire les risques dus en particulier aux captures accidentelles par les pêches maritimes ou au développement des activités en mer comme l'énergie renouvelable ou les dragages. Sur les aspects développement d'outils génétiques, ça va nous permettre d'identifier les zones importantes en mer. Il manque pour les truites de mer, évidemment, et d'informer aussi l'aménagement du territoire marin. Donc finalement, ça va être complémentaire de ce qu'on a vu sur les routes de migration. Et puis évidemment, les modèles d'évaluation de stock des salmonidés vont permettre d'améliorer, de renforcer l'évaluation. Laurence en a parlé un peu tout à l'heure, la manière dont il faisait en Angleterre. Vous aurez du détail sur la manière dont on fait en France tout à l'heure, mais l'évaluation du statut de conservation des espèces, que ce soit le saumon ou la truite de mer, et tout ça, évidemment, ça peut être mis en œuvre après pour améliorer la gestion des poissons migrateurs. Merci à tous.